Bonjour Hélène Coubeau, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc porte-parole, mais aussi responsable de la communication corporate, RSE et interne de Nespresso France. Vous avez beaucoup d'annonces RSE à expliciter, à commenter. La dernière en date concerne l'aluminium des capsules, c'est ça? Exactement, en fait, nous avons choisi depuis l'origine, chez Nespresso, d'offrir à nos clients un café de qualité et durable. Et ça passe notamment par un engagement en faveur de l'économie circulaire. C'est le choix de l'aluminium pour nos capsules. L'aluminium, aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si vous le savez, l'un des seuls matériaux qui est capable de préserver tous les arômes du café, leur fraîcheur, toutes ces notes aromatiques sur une longue période. D'où le choix de l'aluminium dans ces capsules. Et nous sommes allés plus loin l'année dernière en proposant pour la première fois des capsules qui sont faites à partir d'aluminium recyclé. Puisque l'aluminium est un matériau recyclable à l'infini, alors nous en avons fait des capsules avec de l'aluminium recyclé. Ouais. C'est une façon de répondre aussi aux critiques sur l'utilisation de l'aluminium dans les capsules à café, sur leur dangerosité potentielle. Alors les capsules en aluminium ne sont absolument pas dangereuses. Il n'y a pas des résidus d'aluminium qui se déposent et qu'on risque de consommer? Absolument aucun. Vous n'avez qu'à écouter d'ailleurs même 60 millions de consommateurs qui fait évidemment des études là-dessus. Ouais. L'aluminium, en fait, que vous trouvez ici, ne peut pas rentrer dans le café. Vous avez une laque alimentaire qui protège évidemment le café de nos capsules. Toutes les études le démontrent. Évidemment, vous n'aurez pas d'aluminium issu de la capsule dans votre café. Ce qui est hyper important en revanche dans le choix de l'aluminium, c'est que c'est le seul matériau aujourd'hui qui est capable de préserver tous les arômes du café sur une longue période en étant recyclable à l'infini. C'est tout l'intérêt de l'aluminium aujourd'hui, qui est un matériau très méconnu. D'où le fait d'ailleurs qu'on ait utilisé de l'aluminium recyclé dans nos capsules et qu'on propose des solutions de recyclage de plus en plus simples à l'ensemble de nos consommateurs. Aujourd'hui, en France, 94% de nos clients ont une solution de collecte de leurs capsules près de chez eux. Et en parallèle, nous avons développé une solution encore plus simple, qui est que vous puissiez mettre vos capsules de café en aluminium directement dans votre bac de tri. Cette poubelle qui est souvent jaune, elle est parfois bleue, parfois verte, mais elle est souvent jaune. L'objectif aujourd'hui, vous avez 30% de Français qui peuvent mettre toutes leurs capsules en aluminium dans cette poubelle. Ils seront 50% dès l'année prochaine et on ne compte surtout pas s'arrêter là. C'est tout l'intérêt. Alors, quelques chiffres concernant Nespresso. 13 900 salariés dans le monde, produits vendus dans 82 pays, 816 boutiques dans 536 villes, services de livraison en 24 heures dans 37 pays. Et puis, ces solutions de recyclage des capsules dans 53 pays. Je reviens sur ce que vous venez d'énoncer, le recyclage. C'est vrai que les capsules de café, elles sont devenues l'un des symbole de l'économie linéaire, produire, consommer, jeter, que beaucoup de consommateurs rejettent en fait. Ils veulent revenir à une économie circulaire. Est-ce que votre engagement pour le recyclage, que je pense réel, il se fait sous la pression de ces consommateurs? Absolument pas. En fait, l'aluminium, pour nous, c'est vraiment le choix initial qu'on a fait depuis 30 ans pour nos capsules, puisque c'est le seul matériau aujourd'hui qui est capable de préserver les arômes du café sur une longue période et qui est recyclable à l'infini. Vous parliez de jeter. Non. Nos capsules ne sont pas un déchet. Ce sont des ressources que vous pouvez recycler. L'aluminium, pourquoi il est important? Quand on est une société comme Nespresso... Oui, mais vous avez créé, et d'ailleurs c'est un coup marketing qui est génial, vous nous avez créé un nouveau besoin avec les capsules Nespresso. Mais on est quand même dans une économie... Mais bien sûr, mais on est quand même dans une économie qui est une économie linéaire. C'est pour revenir au café, au grain de café qu'on peut moudre dans une machine à café, ça c'est de l'économie circulaire à 100%. Économie peut-être circulaire, avec l'aluminium, c'est circulaire tout pareil, puisque vous pouvez le recycler. Oui, en mais fait, pour nous, un emballage... On va pas ergoter pendant des heures, mais vous utilisez des matières pour enrober le café. Mais je nie pas la qualité, je nie pas vos efforts, mais vous utilisez de la matière pour enrober du café qui pourrait être utilisé à l'état brut. Et si vous l'utilisez à l'état brut, avez-vous réfléchi à l'impact environnemental de faire ça? Alors, dites-moi. Toutes les études montrent qu'en fait, le plus gros impact, quand vous buvez une tasse de café, le plus gros impact environnemental, c'est le café lui-même, c'est l'étape de la production du café. Si vous consommez du café en le gaspillant, que ce soit notamment quand vous préparez votre café filtre et que vous jetez votre café de la veille pour le lendemain, ou même avec le café en grains, vous allez probablement gaspiller ou utiliser trop de café. L'intérêt de la capsule, c'est d'avoir, par exemple, pour faire un espresso, uniquement 5,5 grammes de café,
pas plus de 40 millilitres d'eau et pas besoin de laver la machine derrière. Et si vous utilisez une machine Nespresso, vous avez en plus une machine qui est efficiente en énergie, ce qui est peu le cas des machines à grains. Donc, ce qu'il faut considérer, ce qui est vraiment important, là où je veux vraiment insister, c'est que quand on parle de l'impact environnemental d'un produit, il faut regarder l'ensemble de son cycle de vie. Et c'est la production du café qui a le plus d'impact, d'où l'intérêt de la capsule pour le café en tout cas. Oui, alors, et d'où l'importance de l'engagement que vous prenez aussi pour atteindre la neutralité carbone d'ici la fin de l'année prochaine. Au niveau mondial, cet engagement concerne la chaîne d'approvisionnement et le cycle de vie du café. Vous avez déjà atteint cet objectif en France, c'est ça? Oui, depuis pour le 2016, café qui est vendu en France. Notre café est neutre en carbone depuis déjà 2016. Cet engagement climat, il est hyper important, toujours dans notre promesse de délivrer un café de haute qualité et durable à nos clients. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, avec le changement climatique, on va perdre la moitié des zones de production de café d'ici 30 ans. Donc, prendre soin du climat, c'est hyper important. Et la neutralité carbone de notre café, nous l'atteignons comment? En plantant 500 000 arbres par an dans les fermes de café, justement, dans les zones où il y a le plus d'impact environnemental de la culture du café. Ces arbres-là, alors, ils ont évidemment un atout de compenser notre empreinte carbone. Ils ont surtout 3 autres atouts. Celui d'améliorer la qualité du café, parce qu'ils apportent de l'ombrage au caféier, qui est une essence forestière. Ils préservent la biodiversité et aident les fermes à être plus résilientes par rapport au changement climatique. Et ils augmentent même les revenus des caféiculteurs, parce qu'on leur propose, s'ils le souhaitent, ces caféiculteurs partenaires de Nespresso, de planter par exemple des arbres fruitiers qui leur permettent de vendre les fruits sur le marché et de diversifier leurs revenus. Donc ça veut dire que vous avez, pour atteindre ce même objectif dans le monde, un programme de reforestation assez massif qui est prévu? Alors c'est un programme d'agroforesterie massif, on va faire x3 en effet par rapport au programme actuel d'agroforesterie que nous avons. En fait pour nous c'est pas tant un programme de neutralité carbone qu'un programme de survie de la filière café, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas assurer la pérennité de la filière. Et je rappelle une chose, nous sommes positionnés sur le café de haute qualité. Vous ne pouvez pas cultiver un café de haute qualité dans un écosystème qui est dégradé. Ça ne marche pas. Donc en fait, ce n'est pas tant même une stratégie RSE, puisqu'on est là pour parler de RSE des entreprises, c'est une stratégie d'entreprise. Ça fait 20 ans qu'on fait cela pour atteindre la neutralité carbone depuis 2016. Mais ça fait 20 ans que nous pratiquons l'agroforesterie, puisque sans cela, nous ne pouvons pas cultiver un café de qualité et c'est ce que nos clients nous demandent. Quelle est la part de bio dans le café que vous proposez aux consommateurs? J'ai vu qu'il y a 110 000 producteurs de café qui travaillent avec vous en fait, oui, voilà, dans le monde. 110 000 caféiculteurs qui sont partenaires de Nespresso. On en a plusieurs qui font le bio. Le bio, c'est une vraie demande de nos clients aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs Pérou Organique, qui était notre premier café bio que je vous ai apporté ici. On a l'Indonésia qui va sortir dans quelques semaines. Encore un autre café du Congo. Toujours la même chose sur la problématique du bio. Chez Nespresso, c'est d'abord un café de haute qualité, durable dans le temps, puis bio. Ça ne peut pas être que le bio. Du coup, nous démarrons avec des cafés bio. Le bio n'est pas synonyme forcément de qualité gustative, c'est ça? Absolument pas. Et c'est bien le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que, pour y arriver, nous préférons travailler avec les caféiculteurs qui sont aujourd'hui nos partenaires pour un café de qualité. Et ce sont eux que nous formons aux pratiques agricoles biologiques pour avoir et la qualité et le bio est dans un écosystème déjà préparé à l'accueil du bio. Oui, quand on parle du bio dans cette émission, j'insiste souvent sur le fait que c'est souvent un processus lent pour la transformation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces 110 000 producteurs, vous êtes à quel pourcentage de bio? Je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais qu'au Pérou Organique, au Pérou, ils sont 1500. Donc vous voyez, c'est communauté par communauté, petit à petit, où on atteint cette culture agricole. En tout cas, ce que je veux préciser, c'est qu'on ne peut pas demander à une ferme de faire du bio si on ne lui a pas préparé le terrain avant. C'est-à-dire qu'on essaye de créer l'écosystème pour que, par exemple, les caféiers ne tombent pas malades. Vous savez qu'avec le bio, du coup, on ne peut pas traiter les caféiers contre la maladie. Dans la culture du café, la maladie principale, c'est la rouille. C'est un champignon qui passe de caféier en caféier avec le vent. Bien, si vous n'avez pas préparé la ferme en plantant plein d'autres arbres que les caféiers qui vont empêcher cette rouille de s'éteindre, alors vous n'allez pas permettre à la ferme même de perdurer, d'être pérenne dans le temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours un café de haute qualité, durable dans les deux sens du terme, et plus environnemental, et plus pérenne dans le temps. Merci beaucoup, merci Hélène Coubeau. À bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat autour de la consigne du verre.